C'est bientôt Halloween les amis. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter les histoires d'horreur les plus terrifiantes qui se sont déroulées le jour d'Halloween. Il y a 3 histoires d'horreur et plus on va avancer dans la vidéo, plus les histoires vont être terrifiantes. Est-ce que vous allez réussir à tenir jusqu'à la fin? C'est ce qu'on va voir. La première histoire se déroule en 2021. Émilie a 16 ans, elle est française et dans son lycée il y a une petite particularité, elle étudie le japonais. Et en suivant ses cours de japonais, elle a la chance de participer à un échange d'élèves avec un lycée de Tokyo et elle est censée vivre pendant 1 mois dans une famille d'accueil japonaise. Émilie se souvient très bien de la date de ce voyage parce que son avion est arrivé le 31 octobre 2021 à Tokyo. Et Émilie était trop curieuse de savoir comment les Japonais fêtent Halloween. Et vous allez voir, elle n'a pas trop pu en profiter. En sortant de l'avion, Émilie doit trouver sa famille d'accueil qui l'attend à l'aéroport. Et elle n'a pas énormément d'infos, elle connaît juste le nom de la personne qui vient la chercher, qui s'appelle Masato. Et que cette personne va l'attendre avec une pancarte avec son nom de famille écrit dessus. Elle est un peu stressée, mais elle finit par apercevoir un homme qui lui fait des signes de la main. Elle s'approche et elle voit qu'il tient bien une pancarte avec son nom. Il se présente et c'est lui, Masato. Bon, Émilie, elle suit des cours de japonais, mais au lycée. Donc elle se débrouille, mais elle galère quand même à avoir une vraie conversation. Donc très vite, ils se présentent, mais leur conversation se résume à quelques mots-clés et des phrases vraiment courtes. Masato invite Émilie à le suivre et ils prennent les transports en commun pour aller jusqu'à chez lui. Et pendant tout le trajet, Masato, il reste super silencieux. Et vu qu'Émilie, elle galère un peu en japonais, elle ose pas trop lancer la conversation. Déjà, le mood est un peu bizarre. Émilie s'imagine que Masato, c'est un père de famille et que sa femme et potentiellement ses enfants l'attendent à la maison et elle a hâte de les rencontrer. Mais quand ils arrivent enfin, après un long moment dans les transports en commun, Émilie découvre un tout petit appartement tout en désordre et il fait super sombre. L'atmosphère est vraiment glauque. Donc là, immédiatement, Émilie, elle comprend qu'une famille ne peut pas vivre ici et elle demande à Masato s'il vit vraiment seul. Et il lui répond « Oui, car ma femme est décédée récemment ». Bon, déjà qu'Émilie était un peu gênée, là, elle ose plus rien dire, elle a peur de faire une gaffe. Et Masato lui présente sa chambre, là où elle va dormir, et Émilie reste sans voix. Parce que l'appartement est minuscule, il n'y a qu'une seule chambre, dans laquelle se trouve un lit double et un tout petit lit simple à quelques mètres. Masato lui fait immédiatement comprendre que le lit double, c'est celui où lui, il va dormir, et que le petit lit simple, c'est là où Émilie va dormir. Mais ça veut dire qu'ils vont dormir dans la même pièce, les gars. C'est chaud un peu, non? Émilie est ultra gênée par la situation, elle cherche un peu ses mots, mais elle a pas le temps de parler que Masato lui propose déjà de passer à table. Donc ils commencent à manger sans trop se parler. Émilie est de plus en plus mal à l'aise, et elle commence à se dire que ce voyage ne va pas du tout être comme elle se l'était imaginé. Mais si je vous raconte cette histoire, les amis, c'est parce que ça va pas s'arrêter là. Et ça va même sacrément empirer. Bon, ils sont en train de manger en silence, l'ambiance est trop chelou. Et d'un coup, Masato, il lui dit « T'es trop belle, tes cheveux sont vraiment magnifiques. » Émilie, elle le remercie, mais il insiste. Il dit que c'est très rare de voir une fille aussi belle au Japon, et il dit même que dans la vraie vie, il a jamais vu une femme avec des aussi beaux cheveux. Il en a vu que sur internet et dans les jeux vidéo. Comment ça, mon ref? De quoi tu parles? Bon là, vous imaginez bien que Émilie, elle se sent super mal. Un vieux daron qui sort des phrases pareilles à une fille qui est au lycée, c'est pas du tout normal. En plus, quand il parle d'elle, il utilise le mot « femme », alors que c'est clairement une ado. Mais à ce moment-là, pour se rassurer, Émilie, elle se répète qu'elle doit pas bien comprendre les choses et qu'elle est en train de mal interpréter ce qu'il lui dit à cause de la barrière de la langue. Donc Émilie change immédiatement de conversation, elle veut parler d'autre chose, et elle demande à Masato si elle peut charger son téléphone parce qu'elle a plus de batterie après toutes les heures de vol. Masato prend son téléphone et son chargeur, mais il lui dit qu'il a pas d'adaptateur parce qu'au Japon c'est pas les mêmes prises qu'en Europe. Mais par contre il la rassure, il lui dit que dès demain ils vont pouvoir aller acheter un chargeur. Mais pas tout de suite, là il est fatigué, il veut aller dormir. La soirée continue, Émilie va à la douche, elle est dans la salle de bain qui est dégueulasse et quand elle sort, elle se rend compte que Masato est déjà en train de dormir sur son lit. Elle s'installe à quelques mètres de lui qui est déjà en train de ronfler. Elle se sent super mal et elle se dit qu'elle doit rester 1 mois ici avec ce mec. Horrible. Donc bien évidemment dans ces conditions, elle a du mal à s'endormir. Et en plus, comme je vous l'ai dit, elle a plus de batterie sur son téléphone portable. Donc elle a pas pu prévenir ses parents qu'elle était bien arrivée, et ça la rassure pas du tout. Donc elle décide de se lever discrètement pour aller jusqu'à l'ordinateur portable de Masato, elle l'allume, et il n'y a pas de mot de passe. Donc directement, elle décide de se connecter à Instagram pour envoyer des messages à ses parents. Sauf que quand elle se connecte, elle se rend compte qu'elle a reçu des centaines de messages.
Elle essaye de tout lire et il y a un message qui lui fait froid dans le dos. Ta famille d'accueil a appelé la police, tu ne t'es pas présenté à eux à l'aéroport, ils te cherchent partout. Où es-tu? On prend le premier vol pour Tokyo. Et là, Emily, elle comprend tout. Masato ne fait pas du tout partie de sa famille d'accueil. En tout cas, il n'est pas celui qui prétend être. C'est pas lui qu'elle devait rejoindre à l'aéroport, mais sûrement une autre famille. Et là, Emily s'apprête à répondre au message de ses parents, quand tout à coup, elle réalise que Masato n'est plus en train de ronfler. Alors elle ferme immédiatement la page internet, elle se retourne, et là, elle se retrouve nez à nez avec Masato. Il a l'air trop vénère qu'elle ait utilisé son ordi. Alors elle s'excuse, elle dit que c'est à cause du décalage horaire, qu'elle n'arrivait pas à dormir et qu'elle voulait regarder une vidéo sur YouTube. Masato, il la fixe, puis d'un coup, il change totalement de comportement. Il se met à sourire et à rigoler. Il lui dit qu'il comprend qu'il n'y a pas de souci, mais il prend l'ordinateur et il l'éteint. Il lui dit que c'est un ordinateur professionnel et qu'il faut absolument pas l'utiliser en dehors des heures de travail. C'est totalement interdit. Il va ensuite jusqu'à la cuisine et il commence à lui préparer une tisane en disant que ça va l'aider à s'endormir. Sauf que je vous rappelle qu'Emily vient de capter que ce mec se fait passer pour sa famille d'accueil. Mais il veut quoi en fait? Alors elle le surveille pendant toute sa préparation pour être sûre qu'il mette pas un truc bizarre dans sa tisane. Mais vous allez voir, il va faire limite encore pire. Masato place la tisane bien chaude sur un plateau, il l'amène dans la chambre, et quand il se baisse pour poser la tisane à côté du lit, il tombe et renverse tout sur le lit d'Emily. Les draps sont trempés. Masato semble désolé, il fait un peu mine d'essuyer comme il peut, mais il lâche très vite l'affaire et retourne dans son lit. Et là, il regarde Emily, il se met à lui sourire. Et il lui dit, si tu veux, on peut dormir dans le même lit. Bon, mais c'est bon, il fait trop peur ce fou là. Emily sourit de gêne et lui dit que c'est pas nécessaire, qu'elle préfère dormir dans des draps mouillés. Et heureusement, Masato n'insiste pas plus et il finit par se rendormir assez vite. Là pour Emily, c'est le stress maximal. Le mec est de plus en plus chelou et elle sait qu'elle a rien à faire là. Elle veut à tout prix sortir d'ici, donc elle ferme pas l'œil de la nuit. Elle sait qu'il va forcément s'en prendre à elle, tôt ou tard. Au petit matin, elle entend Masato qui se réveille et qui va prendre sa douche. Elle se dit que c'est le moment et elle se précipite vers la porte d'entrée pour sortir de l'appartement. Et bien évidemment, c'est fermé à clé. Elle est piégée à l'intérieur. Alors elle veut récupérer l'ordinateur pour envoyer un message d'urgence à ses parents, sauf que cette fois-ci, quand elle l'ouvre, elle tombe sur un mot de passe. Masato a réparé sa connerie et il a rajouté un mot de passe sur l'ordinateur pendant la nuit. Alors elle tente de chercher les clés de l'appartement, mais soudain, elle réalise que l'eau de la salle de bain n'est plus en train de couler. Alors immédiatement, elle retourne dans son lit pour faire semblant de dormir. Elle entrouvre légèrement les yeux et elle voit Masato qui s'approche doucement d'elle. Il se penche au-dessus de son lit pour s'assurer qu'elle dort vraiment. Emily ne bouge pas d'un pouce et après quelques instants, Masato s'éloigne et commence à aller faire chauffer de l'eau dans la cuisine. Depuis son lit, Emily est en train de l'observer et elle remarque qu'il est en train d'écraser un sachet bizarre avec le dos d'une cuillère. Et ça, c'est pas normal du tout. Elle le voit verser la poudre dans le thé qu'il est en train de préparer. Elle voit un truc qui la terrifie encore plus. Masato attrape un hachoir japonais qui l'aiguise en quelques secondes, comme s'il s'apprêtait à aller dépecer de la viande. Emily est paralysée par la peur. Elle comprend qu'il s'apprête à s'en prendre à elle et que les prochains choix qu'elle va faire vont définir si elle va vivre ou mourir. Masato sort de la cuisine, il s'approche d'elle et il la réveille en la secouant par l'épaule. Il lui dit que le petit déjeuner est prêt. Elle voit son visage souriant juste devant elle, elle est terrifiée, mais elle se lève. Elle le remercie, prend la tasse dans les mains et immédiatement elle lui jette le thé brûlant au visage et elle le pousse par terre. Elle fonce dans la cuisine, elle attrape le hachoir qu'il était en train d'aiguiser et elle commence à le menacer. Elle lui dit d'ouvrir la porte immédiatement. Masato ne tente pas de résister et il lui obéit. Et en quelques secondes, Emily se retrouve dans la rue au Japon toute seule, complètement perdue. Heureusement, vu qu'elle est en panique, plusieurs passants s'arrêtent et lui demandent si elle a besoin d'aide. Et comme ça, ils vont appeler la police et elle va être prise en charge très rapidement. Emily leur raconte tout ce qui s'est passé depuis son arrivée au Japon et la police va immédiatement arrêter Masato. Et ils vont aussi lui prêter un téléphone pour qu'elle puisse contacter ses parents. Mais attendez les gars, c'est pas fini parce que Masato, il est passé aux aveux. En fait, il a expliqué un peu son mode opératoire. Masato, il travaillait dans le lycée dans lequel Emily devait faire son échange scolaire. Et quelques semaines avant de son arrivée à Tokyo, il a volé un ordinateur portable qui appartenait au CPE du lycée. Et dans cet ordinateur se trouvaient toutes les informations sur les jeunes étudiantes qui venaient faire cet échange. C'est comme ça qu'il a eu accès à la photo d'Emily, à son nom, à son âge et à l'heure d'arrivée exacte de son vol à l'aéroport. Par contre, là, vous devez vous demander
demandé pourquoi la vraie famille qui devait récupérer Emily ne l'a pas vue à l'aéroport. Eh bien en fait, la veille de son arrivée, Masato a envoyé un mail en se faisant passer pour le CPE du lycée, en disant qu'Emily allait finalement arriver dans un autre aéroport de Tokyo. C'est pour ça qu'ils l'ont pas vu sortir de l'avion, ils étaient pas au bon endroit. Et d'ailleurs, Masato, c'est pas son vrai prénom. C'est le prénom d'un des membres de la famille qui devait l'accueillir, mais c'est pas son prénom à lui. En réalité, il s'appelle Kazuki. Bon, le mec est complètement malade. Heureusement qu'Emily a géré de ouf, sinon on sait pas vraiment ce qui serait arrivé. On passe maintenant à la deuxième histoire. Et attention les amis, comme je vous l'ai dit, plus on avance, plus ça fait peur. Est-ce que vous allez réussir à tenir jusqu'à la fin? C'est ce qu'on va voir. C'est l'histoire de Maxime, un collégien qui vit dans une petite ville de campagne en France. Il passe tout son temps libre à jouer avec son meilleur ami, Steven. Et en 5e, ils font la rencontre de Jérémy, un petit nouveau qui vient d'arriver au collège. Très vite, tous les trois deviennent inséparables et ils passent tout leur temps libre à jouer dans le quartier, à faire du vélo, bref, une enfance classique. Tout allait très bien jusqu'au 31 octobre 2003, le soir d'Halloween, où il s'est passé quelque chose de terrifiant. Les trois garçons ont décidé de passer la soirée chez Jérémy. Ils sont tout seuls dans la maison parce que ses parents sont sortis. Et pour se faire peur, ils ont décidé de se poser dans le grenier de la maison. Ils ont allumé des bougies et ils se racontent des histoires d'horreur. Sauf qu'à un moment, dans un coin du grenier, Maxime remarque une petite boîte en bois. Elle est un peu bizarre, elle a l'air d'être là depuis un long moment et elle est recouverte d'une couche de poussière. Il souffle dessus et il demande à Jérémy ce que c'est. Sauf que son pote, il en a aucune idée. Il dit que les 3/4 des affaires qui se trouvent dans le grenier appartiennent aux anciens propriétaires de la maison. Ils doivent les jeter, mais vu que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés, ils ont pas encore pris le temps. Et les trois enfants, ils sont grave intrigués par cette boîte. Elle a l'air fermée à clé, en tout cas ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Alors ils commencent à tenter de forcer la boîte, ils galèrent de ouf. Mais au bout d'une heure, Jérémy parvient à ouvrir la boîte avec un couteau. Mais immédiatement, ils sont super déçus. À l'intérieur, ils trouvent que des petits objets bizarres. Il y a un mot, mais c'est écrit dans une langue qu'ils comprennent pas, donc ils arrivent même pas à le déchiffrer. Donc bon, ils décident de laisser tomber cette boîte, et ils finissent leur soirée, chacun rentre chez soi. Mais vous l'imaginez bien, si je vous raconte tout ça, c'est qu'après, il va se passer des dingueries. Pendant la nuit, Maxime raconte avoir fait un cauchemar terrifiant. Il rêve qu'une entité démoniaque se trouve dans la maison et marche lentement vers lui. Et il le décrit comme un monstre terrifiant. Il tente de s'enfuir, mais il n'y arrive pas parce que cette entité, elle a mis le feu à sa maison. Il y a des flammes énormes dans toute la pièce et il est bloqué là, dans sa chambre. Il sent cette entité qui s'approche de plus en plus de lui et il entend les cris de ses parents qui souffrent dans les autres pièces. Les cris sont de plus en plus forts jusqu'au moment où il se réveille en sursaut dans son lit, trempé de sueur. C'est quoi ce cauchemar de fou furieux? Mais attendez, c'est que le début de l'histoire. Après ce week-end d'Halloween, Maxime retourne au collège le lundi et immédiatement, il retrouve Steven. Sauf que un des premiers trucs que son pote lui dit, c'est « Mec, ce week-end j'ai fait un cauchemar horrible ». Et Steven se met à raconter exactement le même cauchemar que celui qu'a fait Maxime. La maison en feu, l'entité, les cris, tout pareil. Les deux amis sont choqués et ils attendent que Jérémy arrive au collège pour lui demander si, par hasard, lui aussi, il aurait pas fait le même cauchemar. Sauf que très vite, ils sont super déçus parce que Jérémy, il vient pas et il est même carrément pas venu au collège de toute la journée. Donc à la fin des cours, Maxime et Steven prennent leur vélo et ils roulent jusqu'à la maison de Jérémy pour être sûr que tout va bien. Sauf qu'en arrivant sur place, ils se retrouvent face à 2 camions de pompiers qui bloquent la route. Il y a beaucoup d'agitation autour de la maison, donc ils se faufilent entre les gens. Et c'est là qu'ils découvrent que la maison de Jérémy est totalement en cendres, complètement brûlée. Il y a encore les pompiers sur place qui viennent d'éteindre l'incendie il y a pas longtemps, donc Maxime s'approche, il veut savoir ce qui s'est passé. Sauf que l'un des pompiers l'arrête et lui pose une question. « Attends, vous êtes de la famille ? » Non, mais on est des amis proches. Alors je suis désolé, mais je peux absolument rien vous dire. Ne restez pas là, s'il vous plaît. Le pompier se retourne et les deux amis s'en vont, inquiets. Maxime et Steven sont un peu choqués, mais ça reste des enfants, ils peuvent rien faire, donc ils rentrent chez eux. Sauf qu'après ça, Jérémy n'est plus jamais venu au collège. C'était en 2003, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et quasiment aucun enfant n'avait de téléphone portable. Donc Maxime et Steven n'ont jamais pu prendre de nouvelles de Jérémy. Ils avaient aucun moyen de le contacter. Ils ont beaucoup été troublés par cette disparition soudaine, mais ils ont chacun leur version des faits. Steven pense qu'à cause de l'incendie, Jérémy et sa famille ont dû quitter la ville précipitamment, le temps de se remettre sur pied, et qu'au final, ils ont refait leur vie autre part.
Mais Maxime, il pense différemment. Pour lui, la nuit d'Halloween, pendant que lui et Steven étaient en train de faire ce cauchemar horrible, il pense qu'un incendie se serait vraiment déclenché chez Jérémy. Pour lui, c'était pas un cauchemar, mais cet incendie était bel et bien réel. Et pour Maxime, Jérémy et sa famille sont morts dans cet incendie. Ils ont fait quelques recherches, mais ils n'ont pas eu de vraies infos sur cet incendie. C'était en 2003, Internet s'est vraiment pas répandu. La famille de Jérémy n'avait pas d'amis dans cette nouvelle ville, donc personne ne les a vraiment calculés. Et si le journal local n'a pas parlé de mort, y a aucun moyen de savoir s'il y en a vraiment eu. Donc Maxime a fait des recherches, mais il n'a pas trouvé d'infos sur l'incendie. Mais par contre, il en a trouvé sur cette mystérieuse boîte qu'ils avaient ouverte dans le grenier de Jérémy. Cette boîte, c'est une boîte à Dybbuk. Et dans le folklore judaïque, un Dybbuk, c'est un démon. Une entité tellement dangereuse qu'on doit l'enfermer dans une boîte pour qu'elle arrête de faire du mal aux gens. Sauf que si on ouvre la boîte, le démon est de nouveau libre et il s'en prend à la personne qui l'a ouverte. Quand il a appris ça, Maxime il a fait sa version des faits. Et aujourd'hui il en est convaincu, cette nuit-là, en ouvrant cette boîte, lui et ses amis ont libéré une entité démoniaque. Et alors que Maxime et Steven ont rêvé d'être piégés dans un incendie, Jérémy et toute sa famille l'ont vraiment été. Je sais pas ce que vous en pensez, on reste quand même sur quelque chose d'un peu paranormal, mais en tout cas, sachez que les boîtes à Dybbuk existent réellement. On passe maintenant à la troisième histoire. C'est l'histoire de Tom, un garçon de 12 ans qui adore Halloween parce que tous les ans, il fait la tournée des maisons avec ses grands-parents qui vivent juste à côté de chez lui. Sauf qu'une année, quelques jours avant Halloween, il rentre de l'école et sa mère lui apprend une drôle de nouvelle. Ses grands-parents viennent de déménager du jour au lendemain sans prévenir pour aller vivre à la montagne à plus de 8 heures de route. C'est chelou. Sa mère ne comprend pas pourquoi ils n'ont rien dit et en plus en général les personnes âgées déménagent pour se rapprocher de là où habite leur famille, pas pour s'en éloigner. Tom est super déçu, mais sa mère a quand même une bonne nouvelle pour lui. Même si ses grands-parents sont partis vivre à l'autre bout de la France, ils veulent qu'il vienne passer Halloween avec eux comme d'habitude. Par contre, vu qu'ils habitent super loin, la mère de Tom pourra pas venir et il va devoir y aller tout seul en train. Et ce voyage, les amis, il est pas prêt de l'oublier. Les semaines passent et Tom finit par prendre le train pour rejoindre ses grands-parents. Arrivé sur place, ils l'accueillent et ils se rendent dans leur nouvelle maison. Tom est choqué parce que cette maison est énorme, beaucoup plus grande que leur maison précédente et ils ont un très grand jardin. Tom comprend pas trop comment ses parents ont pu s'offrir une maison pareille, mais là, il lui explique que s'ils ont déménagé, c'est pour se rapprocher de leurs nouveaux amis. Et ils les aiment tellement qu'ils ont pas compté l'argent qu'ils ont dépensé. Et d'ailleurs, demain soir pour Halloween, leurs nouveaux amis vont passer la soirée à la maison, donc Tom va pouvoir les rencontrer. Par contre, vu que ses grands-parents habitent maintenant dans un endroit totalement isolé, ils disent à Tom qu'ils pourront pas faire la tournée des maisons. Bon, il est un peu déçu de pas pouvoir fêter Halloween comme d'habitude, mais bon, il a pas vraiment le choix. Le lendemain, le soir d'Halloween, Tom rencontre les nouveaux amis de ses grands-parents et il est choqué parce qu'il pensait rencontrer 2 ou 3 personnes maximum, mais il y a plus de 30 personnes qui arrivent dans la maison. Que des gens qui ont à peu près l'âge de ses grands-parents. La soirée commence et très vite, Tom est super déçu. Ses grands-parents le calculent pas du tout, il s'ennuie et il est juste tout seul dans son coin, il se demande même pourquoi ils l'ont fait venir. Et encore pire, à la fin du repas, sa grand-mère vient le voir pour lui dire que maintenant il est obligé d'aller se coucher et qu'il doit plus sortir de sa chambre pour pas les déranger. Et vous vous en doutez les amis, c'est là que les choses vont devenir bizarres. Tom va dans sa chambre et à un moment, il commence à entendre des bruits qui viennent du jardin. Il entrouvre les rideaux et c'est là qu'il voit ses grands-parents et leurs amis en train de danser en cercle autour d'un énorme feu de joie. Tous les invités dansent dans une tenue sombre et ils marmonnent un chant dans une langue inconnue. Tom est complètement choqué de ce qui est en train de se passer et c'est là qu'il remarque un truc. Parmi tous ces gens, il y a un homme entièrement vêtu de noir qui porte un masque à tête de bouc. Et dans ses mains, il tient un récipient qui produit une fumée blanche. Et ce mec à la tête de bouc, il s'approche de chaque personne une par une en leur versant un liquide bizarre sur le front. En voyant ça, Tom commence à avoir vraiment peur. Et pour se rassurer, il se dit que c'est peut-être comme ça que les gens du coin fêtent Halloween. C'est peut-être une tradition ici. Mais vous vous en doutez bien les gars, c'était pas du tout une tradition. La nuit finit par passer, les invités s'en vont. Et le lendemain matin, Tom se lève pour aller prendre le
le petit déjeuner dans la cuisine. Son papy et sa mamie sont là, mais ils ont pas l'air d'aller très bien. Immédiatement, son grand-père lui dit que c'est la dernière journée qu'ils vont passer ensemble et que ce soir, ils vont le ramener à la gare. Tom comprend pas trop, parce qu'il était censé rester une semaine, mais il ose rien dire parce qu'il a peur que ça ait un rapport avec la soirée d'hier. Donc il reste silencieux. Le soir, sur le quai de la gare, la grand-mère de Tom a les yeux très rouges, comme si elle se retenait de pleurer. Et quand Tom est en train de lui dire au revoir, elle lui dit que elle et son mari vont partir pour un grand voyage avec tous leurs nouveaux amis. Ils savent pas exactement quand est-ce qu'ils vont revenir, mais en tout cas, ils ont trop hâte de retrouver Tom. Lui, il est totalement perturbé par tout ça et il se rappelle avoir été très triste dans le train sur le trajet retour. Des proches qui déménagent, c'est jamais simple, mais là, ses grands-parents sont devenus carrément chelous du jour au lendemain. Et vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Quelques semaines plus tard, Tom a repris une vie normale, et un soir, en rentrant des cours, il surprend sa mère en train de pleurer dans la cuisine. Il comprend pas trop ce qui se passe, et c'est là qu'il va apprendre une terrible nouvelle. Sa mère vient de recevoir un appel de la police qui vient de lui annoncer que les grands-parents de Tom sont morts. Ils ont été victimes d'une secte qui les a endoctrinés. Cette secte les a isolés en les éloignant de leur famille pour mieux les manipuler et leur soutirer énormément d'argent. Et le grand voyage auquel ils devaient faire partie, c'était en réalité un suicide collectif. Tous les membres de la secte ont été retrouvés morts en pleine forêt après qu'ils aient bu une mixture qui contenait du poison mortel. Seul leur chef, le gourou, est toujours en vie. Il a fait semblant de boire la mixture et il s'est volatilisé avec l'argent de tous les autres membres de la secte. Quand il apprend tout ça, Tom y repense à tout ce qu'il a vu le soir d'Halloween. Le feu, les danses, et surtout, l'homme à la tête de bouc et ses soi-disant nouveaux amis dont ses grands-parents parlaient, mais qui allaient en fait leur coûter la vie. Depuis ce jour, Tom n'a plus jamais fêté Halloween. C'était sa fête préférée, mais maintenant, tous les ans, le 31 octobre, il a un énorme pincement au cœur en repensant à tout ça. C'est terrible les amis, l'histoire fait trop mal au cœur. Et je sais pas si vous savez, mais ce genre de truc s'est arrivé plusieurs fois. En 1995, il y a une histoire similaire qui a eu lieu dans les Alpes, et tous les membres d'une secte ont été retrouvés morts, brûlés en pleine forêt. C'est aussi arrivé au Québec, aux États-Unis et dans plein d'autres pays du monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu passé parce que les gens sont un peu plus vigilants, mais c'est super flippant. Faites attention à vous et faites attention à vos proches. C'est là-dessus qu'on s'arrête. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et que ces histoires vous ont vraiment terrifié. Surtout les amis, dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous avez préférée. Je veux savoir laquelle vous plaît le plus, comme ça la prochaine fois je vous raconte des histoires qui vous plaisent au max. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo incroyable pour Halloween. Dormez bien ce soir et à très bientôt. Ciao.